Bonsoir à tous, de retour chez Mickaël, au Hachem. Avant de commencer le cours, j'aimerais dédier le cours pour Bezrat Hachem, un mariage prochainement pour Yehudit Bat Chana et les Avdil pour l'élévation de l'âme de Yosef Ben Chana et Léonie Bat Pauline de la famille Smadja. Bezrat Hachem, Kachem, Shetie Nishmatam Tzruram Betzror Achaim. Bezrat Hachem. Ok, le cours de ce soir, c'est un cours spécial. Hein. Ça fait quelques mois que je prépare, que ça se travaille dans ma tête. Et là, j'arrive à d'autres conclusions. Donc, j'aimerais partager ça avec vous. Je ne suis pas à ce niveau-là, mais ensemble, on va essayer de. Je vais vous dire un peu mes pensées à voix haute. Et ensemble, on va essayer de voir si on peut appliquer ça. Parce que si c'est le cas, on pourrait sauver beaucoup de gens, beaucoup de mariages. Et je vous dis, vraiment, je m'engage sur ça. Mais si des gens ils doivent divorcer, ils ont juste à regarder ce cours avant. Qui regardent ce cours avant, si vous connaissez des gens qui doivent divorcer, parce que dedans, il y a quelque chose de grand qu'Hachem est en train de placer en ce moment et qui peut être la solution à beaucoup de problèmes, surtout dans les problèmes de mariage. Mais ça peut aussi aider au niveau de nos enfants, pour aider nos enfants, pour s'aider à soi-même. Et pour aider notre conjoint, surtout notre conjoint, que ce soit sa femme ou son mari, ou les gens autour de soi, c'est quelque chose d'assez fort. J'espère que je vais pouvoir vous persuader. En tout cas, on y va, Bezrat Hachem. Ok, si vous le voulez bien, on va commencer avec une histoire. Donc une femme qui s'est mariée. Bon, on l'a un peu, on l'a un peu poussée au mariage et tout. Elle était pas trop pour, elle sentait que c'était pas lui, etc. Et bon, finalement, on lui a dit mais non, c'est quelqu'un de bien, c'est de bonne famille, etc., etc. Et elle s'est mariée. Elle s'est mariée. Ça s'est fait un peu à la va-vite. Elle était déjà un peu âgée et elle s'est mariée avec lui. Et puis après le mariage, elle s'est rendue compte qu'en fait c'est un loser, un zéro. Il se lève très tôt, mais l'après-midi, ok. Il travaille pas, fainéant. Maintenant, les seules choses qu'il arrive à faire, c'est réunir ses potes chez lui et discuter, jouer, et machin, et les cartes, et la console. Et elle est là, c'est devenu sa maman. Elle est en train de gérer une maison toute seule et elle est en train de gérer son mari comme un gosse. Maintenant, il a le cœur pur, il est gentil, ce que vous voulez, mais il a tellement de défauts qu'elle a découvert après le mariage. Malheureusement, ça existe ces histoires-là. Où d'un coup, en fait, ils s'aiment, les deux ils s'aiment, ils sortent ensemble pendant 1 an, etc., 2 ans et tout. Mais en fait, le mec, il est resté au stade d'adolescent. Il est pas prêt au mariage. Il rentre et il continue à faire des trucs où elle-même, elle est pas à faire une seule machine, elle est encore chez elle, elle veut, et c'est son mari qui fait tout. Il y a des couples comme ça, vraiment, où ils n'ont pas réussi à passer dans leur tête le cap du mariage. Et ça, c'était le cas. Et donc, bon, elle aimait quand même. Elle aimait, mais elle souffrait. Elle souffrait beaucoup. Et ils ont eu un premier enfant, deuxième enfant, troisième enfant. Et au bout de 5 ans, elle n'en peut plus. Elle craque. Elle est là, remarque sur remarque. Et lui, il dit, mais tu veux diriger ma vie? J'en ai marre. Mais comment ça, je veux diriger ta vie? Je veux diriger la maison. Mais sauf que je suis obligé de te faire toutes les remarques de la terre parce que tu t'es pas là. T'es pas là. T'es jamais là. Et donc, elle a fait ce qu'il faut, etc. Et bon, de dispute en dispute, elle a craqué. Et elle a demandé le divorce. Après 7 ans de mariage, ils ont divorcé. Tant bien que mal, ils ont essayé d'arranger. Ils sont partis voir des conseillers. Ils sont partis voir des rabbinim. Ils ont fait ce qu'il faut. Tout le monde a baissé les bras. Tous ceux qui sont partis voir, ils ont baissé les bras. Le mec, il veut rien faire. On est devant un mur. Tu lui dis, voilà, il faut que tu appliques, si tu fais ça et ça, ça peut s'arranger. Le mec, il repart jusqu'à 2h l'après-midi. Il dort jusqu'à 2h l'après-midi et rien. Il n'a pas les nerfs. Il n'a pas la force. Il a la flemme. Un gosse. Bébé. Bref. Donc, tout le monde leur conseille donc il n'y a rien à faire, il faut divorcer. Ça ne correspond pas. C'était bien, c'était sympathique, mais ça ne correspond pas. Et il divorce. Après 7 ans de mariage, il divorce. 2 ans après, bon, elle a des contacts avec lui parce qu'ils ont bien terminé, quoi. Ils n'étaient pas disputés. Juste, ça colle pas. On n'a pas la même mentalité. Ils ont gardé bon contact. Et avec les enfants, donc ils se voient, ils parlent et tout, mais ils sont restés proches, on va dire. Sans contact et tout, mais on va dire par rapport aux enfants, ça posait pas un problème. Leur rencontre, elle posait pas un problème, comme malheureusement dans la plupart des mariages où
ça finit en froid ou en dispute. Bref, ils sont arrivés à un moment où elle entend que bon, il va se remarier. Et dans sa tête, elle se dit la pauvre, sa nouvelle femme. Et donc, bon, ils se remarient. Et comme donc lui, il est en contact avec elle par rapport aux enfants, donc elle était amenée à rencontrer sa nouvelle femme. Eux, ils se sont présentés, enchantés, comment tu t'appelles, et d'où tu viens, etc. Ils ont discuté. Jusqu'à que sa nouvelle femme, elle lui dit, écoute, hyper gentil comme ça, elle lui dit, ça te dérange si des fois je t'appelle pour savoir 2-3 informations, etc. et qu'on discute un petit peu. Je sais que vous avez fini en bon terme, donc si tu me permettrais et tout, il n'y a pas de problème, bien sûr, pourquoi pas. J'ai rien contre lui, vraiment, mon cœur il est pur, j'ai aucune rancune, rien du tout. Chacun on fait notre route, il n'y a pas de problème. Si je peux t'aider, c'est avec grand plaisir. Et comme ça, elles se retrouvaient dans des cafés, à discuter, et elles sont devenues proches. Et elle entendait un peu, elle voulait savoir comment, elle était curieuse de savoir comment ça se passe en fait. Parce que, ok, moi j'ai souffert et tout, mais. Et elle voit qu'elle est hyper heureuse, elle est bien. Elle parle de lui, elle dit vraiment merci beaucoup pour ce que vous avez fait. Les enfants, comment vous les avez élevés, des enfants, des bijoux, quand ils viennent chez moi à la maison, je vois des diamants, je vois des diamants. Mais comment vous avez fait, etc. Merci, etc. Et elle voit qu'elle n'entend pas de remarques. Elle dit pas, par contre, voilà, c'est un petit peu dur, il a toujours pas trouvé de travail, ou elle attend les échos. Et plus rien. Jusqu'à qu'elle lui dit, jusqu'à qu'elle essaye de creuser un petit peu. Elle lui dit, alors ça va, et comment. Elle a appris qu'il a trouvé du travail. Donc elle se dit, comment vous faites et tout, il arrive à se lever et tout, tente le coup par rapport à ça. Elle dit, non, le matin, c'est encore un peu dur. Mais le pauvre, je ne le juge pas, il a une enfance difficile, il est fatigué. Je peux pas le juger sur ça. Alors je l'aide, je fais en sorte que les enfants ne me dérangent pas. Et je lui dis, dors combien de temps tu veux. Il n'y a pas de problème. Je suis avec toi, n'aie pas peur, etc. Tu vas travailler quand tu veux. Il n'y a pas de problème. Tu souffres, c'est ça, le fait que tu dormes comme ça, c'est le fruit d'un mal-être. Donc je ne veux pas toucher à ça. Tu dors ce que tu as besoin. C'est bon pour toi, etc. Je le laisse, je fais attention qu'il n'y a aucun bruit jusqu'à temps qu'il se réveille. Alors ça dit, oui, quelle force. Et le travail, ils lui disent rien. Si, ils lui font des remarques, etc. Mais moi, je prends sa défense tout de suite. Attendez, je t'inquiète pas. Toi, tu es là pour travailler, tu fais tes contrats, tu leur fais les horaires qu'ils ont demandé. Même si tu rentres un peu plus tard, je t'attendrai, n'aie pas peur. Et je l'aide. Le pauvre, il a besoin d'aide. Il a besoin d'encouragement. Et elle lui raconte maintenant ce qu'elle vit, ce qu'elle a vécu elle aussi. Alors, elle vit exactement pareil. Mais elle voit tout ça d'un autre œil. Elle voit ça avec un comment dire, elle voit le bon côté des choses. Non, c'est pas un désavantage qui se réveille tard, au contraire, c'est le fruit d'un mal-être et je dois l'aider. Je dois m'occuper de lui, je dois l'encourager, je dois le supporter, etc. Je vais l'aider. Donc elle voit ça comme un challenge. Bon, au début, elle s'est dit quoi? L'ancienne femme, elle s'est dit, c'est les débuts. Les débuts, c'est toujours comme ça, on est plein de motivation, etc. Dans quelques mois, elle va vite déchanter. Et puis elle voit au contraire, donc elles sont toujours en contact les deux. Maintenant, c'est devenu des copines. Au contraire, elle voit comment elle est là, comment tout va bien. Elle dit, bon, Rachel, je suis content. Aujourd'hui, il s'est levé à la tefila. Il s'est levé ce matin à la tefila. Là, je suis content, là, je suis contente et tout. Il a des forces, c'est devenu un lion. Je le reconnais plus. Et il travaille, et truc. Et elle entend comme ça, au fil des semaines. Maintenant, tous les matins, il va à la tefila. Quoi, il fait plus les siestes, là? Enfin, d'une pierre deux coups. Non, pas du tout. Ça fait longtemps, ça. Maintenant, il se réveille comme un lion. C'est un lion et tout. Là, il va monter son entreprise. Quoi? Comment ça, son entreprise? Il travaillait. Qu'est-ce que c'est-à-dire? Et elle entend comment c'est devenu comment dire, de loser. C'est devenu une réussite totale. Il monte son entreprise. Il commence à cartonner. Il fait 1 tonne d'argent. Et il se lève le matin. Il commence maintenant à étudier le matin. Et il commence à se renforcer, etc. C'est devenu le mec une perle. Sa femme, elle est là, elle dit, mais comment elle a fait? Et l'autre, sa nouvelle femme, naïvement, mais sûrement, elle aide son mari, elle l'encourage, pas une seule remontrance. Au contraire, elle voit le bon côté, etc. Et elle a réussi à transformer, elle a réussi l'impossible. Elle a réussi l'impossible. Et ils ont eu encore 2 enfants ensemble, etc. Et lui, c'est devenu une bombe atomique. Une bombe atomique. Elle a été contente, la première femme. Elle a dit, bon, bah, c'était pas mon zivo, ça devait pas marcher, j'aurais pas pu faire ce qu'elle a fait. Mais il est clair que celle qui a réussi à transformer cet homme-là d'une extrémité à l'autre, c'est sa nouvelle femme. Elle a réussi à le faire, peut-être naturellement. Peut-être qu'elle
Elle était peut-être un peu enfant comme lui et elle voyait pas elle avait pas ce vice qui faisait que de voir les mauvais côtés. Et c'est ça qui a réussi. Et c'est ça qu'on va essayer d'analyser ce soir. Qu'est-ce qu'elle a fait cette femme? Comment elle a réussi? Comment ça marche? Qu'est-ce que la Torah nous dit sur ce qu'elle a fait? Comment ça s'appelle ce qu'elle a fait? Et comment nous on peut appliquer ça? Vous allez voir dans un premier temps sur des gens qu'on veut aider. Des gens qu'on veut aider, mais surtout dans la deuxième partie du cours, dans la fin du cours plus exactement, on va essayer de voir comment on peut appliquer ça même avec des gens qu'on déteste. Parce que si on se retrouve dans un couple et que la personne, elle déteste sa femme, ça y est, il a tiré une croix, ou que la femme, elle supporte plus son mari, elle le déteste au fond d'elle. Et combien de couples comme ça? Combien de couples aujourd'hui? Je pense que, je vais vous dire honnêtement, 9 couples sur 10, ils vivent pas en shalom bayit. Ils vivent en colocation. Et c'est très rare les couples où ils sont heureux, ils s'aiment, ils sont vraiment deux moitiés. C'est peut-être un couple sur 10. Les autres couples, ils ont des hauts et des bas. De temps en temps, ils ont des périodes comme ça où ils s'aiment, mais la plupart du temps, ils sont ou en froid ou en truc. Et le reste des couples, c'est de la colocation. On vit ensemble parce qu'on a des enfants. On vit ensemble parce qu'il y a la maison. On vit ensemble, etc. Et regardez bien comment c'est intéressant. Dès que les enfants y partent, généralement, ça explose. Combien de couples ils divorcent alors qu'ils sont à la retraite? Qu'est-ce que tu vas faire? Pourquoi tu fais ça? Fini. Combien de divorces j'entends? Je suis choqué. Mais c'est pas possible. Comment? Qu'est-ce qui leur prend? Non, en fait, ils ont galéré toute leur vie. Et là, enfin, ils peuvent s'exprimer. Ils ont osé le faire à cause des enfants. Maintenant, ils le font. Combien de couples en colocation? Pourquoi? Parce qu'on ne s'entend pas. On s'entend pas. On est là, etc. Mais au fond, si on pouvait parler avec cette femme, elle dirait j'ai de la haine contre lui. Je l'en veux. Et si vous pouvez parler avec cette femme-là, elle dirait mais elle n'est pas faite pour moi. Je ne supporte pas ses cris, je ne supporte pas ça, je ne supporte pas son attitude. Et pareil, elle va dire je ne supporte pas, il est tout le temps avec ses remontrances, tout le temps avec ses critiques, tout le temps à me descendre, tout le temps à me dire que je suis une bonne à rien, je suis nul, etc. Je suis à la Gestapo avec lui. J'ai un commandant là dans la maison, etc. Il le garde au fond d'eux. Mais c'est ce qu'ils pensent. Et donc, ça fait qu'ils vivent comme ça, dans une colocation, à durée un CDI, ok, à durée indéterminée, tranquille. Bon, le temps que, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On peut se remarier, etc. Ils s'imaginent des fois de se dire, peut-être on va se remarier, peut-être on va refaire notre vie. Il y en a qui osent le faire, et il y en a qui n'ont pas le cran. Parce que qu'est-ce qu'ils vont dire les gens, les enfants, la maison, etc. Bref, tout ça pour vous dire quoi? Qu'aujourd'hui, on va essayer d'expliquer comment ça marche, comment réussir ça. Et même si on n'a pas, on se dit que c'est impossible parce que la haine, elle s'est enracinée chez moi, et ben on va voir comment on peut arriver à tout changer. Tout changer d'une extrémité à l'autre. Bref, j'y vais, je tente le coup, ok. Moi, je suis persuadé que ça marche. Ok, je vous partage mes idées et essayez. Vous savez quoi? On essaye. Si vous avez des échos, etc., ensemble, on essaye de voir comment on peut mettre à bien ce projet. Mais en tout cas, ça vaut le coup d'écouter au moins ce ridouche. Donc, c'est quoi la force? Qu'est-ce qu'elle a utilisé, cette femme? Cette femme, elle a utilisé une force spéciale que dans la Torah, on appelle ça la Emouna. La Emouna, c'est de croire la foi. La foi. Elle a cru, elle a mis toute son bitachon, toute sa confiance en son mari. Mon mari, c'est le meilleur du monde. Mon mari, je l'aime et je veux le voir réussir. C'est pour ça que maintenant, le résultat sur le terrain, c'était de voir que le bien. Okay, comme une maman qui voit son fils, elle reçoit un coup de téléphone de la maîtresse qui lui dit votre fils, il est comme ça. Tout de suite, elle prend sa défense. Attends, peut-être qu'elle a raison. Peut-être que c'est un pourri. Peut-être qu'il fait le désordre là-bas. Non, elle veut pas entendre. Mon fils, c'est le meilleur du monde. Pourquoi? Parce qu'elle l'aime. Donc, elle ne voit pas les mauvais côtés. Donc, elle voit son mari comme ça, elle l'aime et elle a mis toute sa confiance en lui. Elle a cru en lui et c'est ça qui a donné les forces à son mari. Son mari, il ne sait pas comment, il a trouvé les forces pour devenir ce qu'il est devenu. Il ne sait pas qu'à distance, il y a quelqu'un qui avait de la émouna envers lui et qui lui a donné toutes ces forces-là. Et ça marche. À Rabotaï, ça marche. La Gemara nous ramène des histoires que je vais vous expliquer maintenant comment ça marche. Mais la émouna, c'est ça qui donne les choses. Quand je crois fort qu'une chose, elle va réussir, ça marche. Quand je crois de façon constante qu'une chose ne va pas marcher, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ça peut marcher, mais les probabilités, elles sont changées maintenant. Ils ont fait une expérience dans une université aux États-Unis.
C'est une règle dans la nature. C'est comme ça que ça marche dans la nature. Ils ont fait une expérience. Quand ils prennent 2 dés, il y a une machine qui tire les dés. Quelle est la probabilité de chance de tomber sur un chiffre pair? Techniquement, au bout de 10 000 lancés, on va arriver à peu près 50%. On est d'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a 50% de chiffres pairs dans les 12 numéros, les 12 combinaisons. OK? 50%. L'expérience, elle est comme ça. Le prof, là-bas, il est venu, il a réuni, donc il a mis la machine devant tous ses élèves dans l'amphithéâtre. Et ils ont fait, pendant 10 minutes au début du cours, il a annoncé aux élèves là-bas, donc imaginez un amphithéâtre, ils sont 400. Il a annoncé aux élèves, il leur a dit, regardez, le but de l'expérience, c'est que vous pensez très fort que les dés, ils vont tomber sur un chiffre pair. Et la machine, elle va lancer les dés. Et pendant 10 minutes, la machine, elle lance des dés. Tac, 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 tac. C'est un truc automatique. Qui lance les dés, qui capte le numéro, OK, et qui enregistre. Et les 400 étudiants, ils sont là-bas et ils pensent très fort chiffre pair, chiffre pair, chiffre pair, chiffre pair. Écoutez bien, après 10 000 lancés, donc sur plusieurs cours, ils sont arrivés à 67% de chiffre pair. Alors que cette même expérience, on arrive à peu près à 50%. Ils ont refait l'expérience dans d'autres universités et c'est toujours aux alentours entre 65 et 70%. Ici, la pensée, de là, il tire des conclusions. La pensée, elle agit sur la réalité. Quand tu penses fort à une chose, ça agit. Je me rappelle à l'époque, je regardais les émissions, toujours. Tu regardes l'émission, là-bas, ils font une expérience dans l'émission. Mais c'est ça. D'un coup, ils disent, voilà, en direct, on va faire l'expérience, ça marche jamais. C'est vrai ou pas? Et ça marche jamais. Ah, c'est bizarre, c'est les effets du direct, ils disent. Non, c'est pas les effets du direct, c'est qu'au fond, les gens, ils espèrent que ça marche pas. Tout le monde, tous ceux qui regardent la scène maintenant, ils espèrent que ça marche pas. Tu vois, ce serait marrant si ça marche pas. T'imagines la honte? Donc, le mec, dans son cœur, il espère fort que ça va pas marcher. Donc, l'expérience, ça marche pas. Le mec, en coulisses, il a réussi. Il a fait 10 fois le truc, ça marche. En direct, bon, c'est les effets du direct, ils sont hyper gênés, les mecs. Non, non, t'as pas compris. Le public là-bas, il veut pas que ça marche. Parce que ça donne un peu d'action si ça marche pas. Donc, ça marche pas. Ça hâte. Pourquoi? Parce qu'ils ont pensé fort. C'est le principe des supporters. Les supporters, pourquoi quand ils jouent à domicile, l'équipe elle joue à domicile, ils ont plus de chances de gagner que quand ils jouent à l'extérieur? Non, parce que c'est le voyage, ils sont fatigués. Ok, d'accord, ça marche pour PSG, je sais pas, ils sont partis jouer à Moscou. Ok, d'accord, ils ont fait 4 heures de vol, 5 heures de vol. Mais quand c'est PSG Reims, c'est à côté, non? Il y en a pour combien de temps? Ouais, c'est quoi quand ils jouent au Stade de France? Pourquoi vous comprenez qu'ici, il y a un effet de supporter. On est plus à l'aise, on est chez nous. Tu peux expliquer ce que tu veux. Non, tu sais pas c'est qui Boulogne Boys au PSG. C'est grâce à... Ils te portent, les mecs. Et tu rigoles ou quoi? C'est pas ça. Pourquoi? Parce que les joueurs, ils sentent qu'on a confiance en eux. Ils supportent les supporters, etc. Ils entendent chanter, ça leur donne des forces. C'est quoi? C'est la Emouna. Ils ont confiance en moi maintenant. Je peux le mettre, le penalty. Je peux réussir. Ça crie, il scande son nom. Dans les tribunes, etc., il envoie le ballon. Ça lui donne des forces. Il sent qu'il a des ailes. Il court toutes ses forces pour récupérer le ballon. Hop, il marque le but. Pourquoi? Parce que tout le monde crie derrière. Mais quand tu n'es pas chez toi, il n'y a personne qui t'encourage. Donc, ça crée un manque. Un manque. Et c'est pour ça que techniquement, les équipes qui jouent à domicile réussissent plus que les équipes qui jouent à l'extérieur. Ça s'appelle la Emouna. La Emouna, la Gemara, elle nous dit comme ça. Regardez quelle force ça. La Gemara dans Tanit, elle nous dit. Elle raconte une histoire. En fait, elle fait référence à une histoire que Rachid raconte. L'histoire du puits et de la belette. Cette histoire, elle est incroyable. Malheureusement, elle est triste, mais elle va nous permettre de comprendre comment ça se passe. L'histoire du puits et de la belette. Il y avait 2 enfants qui étaient une fille et un garçon, qui étaient très proches. C'était des voisins et ils étaient super amis, etc., comme des frères. Jusqu'à qu'un jour, ils se sont dit, mais est-ce que tu penses qu'on sera toujours amis? Et lui, il la regarde et lui dit, moi, je pense que même on va se marier ensemble. Parce que je ne veux jamais t'abandonner. Toi et moi, c'est pour la vie. Alors, on se mariera ensemble même. Elle a 9 ans. Les larmes aux yeux. Elle est là en train de dire à son copain, il dit, mais quoi? Tu t'es sérieux? Oui, je te promets. Il dit, non, tu me fais une blague. Moi, j'aime aussi, mon rêve le plus fou, c'est de me marier avec toi. Toi et moi, pour la vie.
Il s'aimaient à la folie. Ils étaient copains, etc. Machin. Pour eux, le mariage, c'est pas encore d'actualité, mais ils se sont fixés. T'inquiète pas, on va se marier. Mais tu me promets, tu me mens pas. Tu promets que tu m'oublieras pas. Il lui dit, regarde bien. Je vais prendre un témoin maintenant. Alors, regarde, il regarde autour d'eux. Il voit, il y avait un puits à côté. Et il y avait sur le puits une belette. Il dit, voilà les deux témoins. Mes deux témoins, ceux qui vont témoigner que je t'oublierai jamais, je t'abandonnerai jamais, c'est ce puits-là et cette belette. Elle était contente, etc. Elle était super. Elle était touchée et tout. Et ils ont continué comme ça. Et bon, 1 an, 2 ans. Et la promesse, bon, ça s'estompe. Maintenant, il y en a un des deux qui doit déménager. Ils ont déménagé et il y en a un qui a déménagé. Et bon, 13 ans, 14 ans, ça y est, ils se sont perdus de vue. Il n'y avait pas les WhatsApp comme on a aujourd'hui et tout. Ils pensaient tout le temps l'un à l'autre. Mais ils se sont perdus de vue. Et bon, la vie, elle fait que tu avances. Et il a rencontré une autre fille. Et il s'est marié avec elle. Et il a eu 2 enfants. Et un beau jour, le même jour, les 2 enfants, ils sont partis. Ils sont morts. Alors, de quelle façon ils sont partis? Un, il s'est noyé dans le puits, tombé dans le puits. Et l'autre, il s'est fait attaquer par une belette. Il était tout petit et la belette, elle s'est acharnée sur lui, elle l'a tué. Les 2 enfants, ils sont morts par l'intermédiaire d'une belette et l'autre, il s'est noyé dans le puits. Quand il a vu ça, il a dit à sa femme, il a dit, je dois parler à une fille, je dois retrouver cette fille-là. Je dois ou lui demander qu'elle annule qu'elle me pardonne cette promesse, ou je dois me marier avec elle. Sa femme, elle a dit, va te marier avec elle. Si Hachem il fait ça d'en haut, c'est sûr que c'est pas pour rien. Bon, l'histoire est triste. Il est reparti et elle attendait avec impatience. Elle croyait tellement fort qu'elle a donné des forces. Sa émouna, elle a donné des forces à toutes les belettes du monde et tous les puits au monde pour pouvoir exécuter la promesse. Qui c'est qui a ramené cet homme-là? C'est le puits et la belette. Regardez, dans le mal, c'est une émouna qui a fait du mal maintenant. Mais ici, regardez la force de la émouna, tellement qu'elle y croit. Il va revenir, il peut pas mentir. Et on lui présente des gens, mais marie-toi, fais quelque chose. Non, il m'attend, il va revenir. Il m'a pas trouvé encore. C'est pas le moment, il travaille, truc, machin, etc. Et elle y croyait à fond. Tellement qu'elle y croyait, tellement qu'elle y a cru, tellement qu'elle avait confiance dans la promesse, elle a donné des forces à ceux qui ont été pris pour réaliser la promesse, ceux qui étaient là pour témoigner. Donc une belette à l'autre bout du monde, elle s'est occupée de réaliser la promesse. Un puits à l'autre bout du monde, il y a une force qui a fait en sorte de faire revenir son mari. Regardez la force de la Emouna. De là, les Khamim disent, imaginez-vous maintenant, si tu crois en Dieu, si tu mets ta confiance en Dieu, Hachem ne m'abandonnera pas. Si tu as la Emouna en Dieu, alors tout est possible, parce que maintenant tu donnes des forces à qui? Tu donnes des forces à Hachem. Donc pour ta parnassa, pour ton zivou, pour n'importe quelle chose, quand tu sais que ça peut marcher, tu sais, tu crois qu'Hachem ne m'abandonnera pas, et tu crois dur comme fer, ça va marcher. Quand? C'est une autre question. Il y aura des épreuves, il y aura des choses qui vont déchauffer la personne. Mais ça marche, c'est sûr. C'est la force de la Emouna. Ah, et si c'est pas la volonté d'Hachem, alors Hachem, il fait en sorte que tu n'arrives pas à la Emouna. Il t'enlève la Emouna. Mais si tu y arrives, tu vois que la Emouna, elle est là, va jusqu'au bout parce que tu peux y arriver. Va jusqu'au bout, n'aie peur de rien. La parnassa, mais comment je fais? J'arrive pas, j'ai la poisse. Si tu penses fort que tu peux réussir, tu vas réussir. Et c'est comme ça que ça marche. Dans tous les success stories, c'est des gens qui ont cru à ce qu'ils ont pensé fort réussir. Ils n'ont pas lâché jusqu'au bout, et c'est devenu en fait le fruit de leur pensée. Aujourd'hui, on est le fruit de ce qu'on a pensé, réellement. C'est pas qu'on s'est chauffé pendant 2-3 semaines à vouloir être un chanteur et tout. Au bout d'un moment, la première épreuve, le mec il abandonne. Non, c'est le mec, c'est sa vie. Il y avait un jeune comme ça. Il était, j'avais déjà raconté, je crois, cette histoire ici. Il était aux États-Unis comme ça, sa vie, un fiasco. Lui, il écrivait des scénarios de films et sa femme, elle a abandonné. Il était tout seul dans sa maison avec son chien. Plus de travail, rien et tout. Acharné sur ses scénarios de films. Et un jour, il a eu le film, un film de fou, incroyable. Il est parti voir chacune des maisons de production et il leur montre le script, le scénario, quoi. Et il voit, ouais, on est intéressé, pas intéressé, machin, etc. Ouais, on te donne $20 000.
Non, le mec, imaginez-vous, il ne travaille pas, il a des dettes jusqu'au cou, il est divorcé, sa femme, elle a quitté, machin, il est 10 000, 20 000 dollars, mais tu refais ta vie. Quoi? Ça vaut des millions, ça. Ça vaut des millions. Tu rigoles, quoi. Tu vas pas me donner 10 000 euros, 20 000 euros. Un jour, il tombe sur une maison de production, le mec, il tombe amoureux. Il dit magnifique, magnifique. On te fait une proposition pour te racheter les droits, 150 000 dollars. Ok, j'accepte, une seule condition. Il leur dit, bien sûr, dis-nous ce que tu veux. L'acteur principal, c'est moi et mon chien. Mon chien, je veux qu'il soit dans le film, mais moi, c'est l'acteur. Je suis l'acteur principal. Maintenant, le mec, il a une voix, aucun rapport. Il a une tête, c'est pas ça. C'est pas un beau gosse. Il faut comprendre gentiment, écoute, il faut de l'expérience, etc. Si tu veux qu'on fasse de ton scénario un succès, fais-nous confiance. Tu peux pas. Non, t'as pas compris. C'est avec moi où il n'y a rien. Parce qu'il n'y a qu'une personne qui peut vivre ça, c'est moi. Ça, c'est mes tripes. Tu comprends? C'est mes tripes. Écoute, regarde ce qu'on va te faire. On te fait une proposition à 250 000 dollars et t'abandonnes le. Ton chien, on peut le prendre si tu veux, mais toi, non. On a un acteur déjà en tête. Et alors, tant pis. Alors c'est. Alors, ça sera pas bon. On ne peut pas faire. 250 000 dollars. Après, fais d'autres scénarios, fais tes films. 250 000, t'as un budget de fou. Écoute bien, avant que tu partes, on te fait une dernière proposition. 300 000 dollars. C'est leur dernier prix. Rien du tout. Il se lève et il s'en va. Un fou. Et ses copains, il était mal. Il n'y a pas, je vais réussir. C'est moi qui dois jouer là-dedans. Jusqu'à qu'ils l'ont rappelé une semaine après. Ils lui ont dit, bon, viens faire quelques essais. On veut voir. On s'est dit, tu sais quoi, pourquoi pas? Ça a l'air bien, ok? Ça a l'air bien. Viens faire quelques essais, ok? Et par contre, dans les 300 000 dollars, il y a ton salaire, d'accord? Si ça cartonne, on verra après. Il leur a dit, ok. Ils ont vu, bon, il a de la tchatch. Il arrive à se sortir et il vit le truc, vraiment. Le mec, il a ça dans le sang. Allez, vas-y, on tente le coup. Ils ont tenté le coup. Le film, ils l'ont intitulé Rocky. Et c'est Rocky Balboa, le fameux boxeur. Cette personne-là, c'est Sylvester Stallone. Ok. C'est comme ça qu'il a commencé sa carrière. Imaginez-vous le mec avec son chien là-bas dans le film, il y a le chien. C'est son chien. C'est lui. Ce film-là, c'est lui. Combien il a fait? Je crois que, si je me rappelle bien, 56 millions de dollars de recettes. Vous connaissez la suite, Rocky 2, 3, 4, ils ont fait. Sylvester Stallone aujourd'hui, c'est une star. Mais non, il n'a pas la tête pour, on va dire, il n'a pas la voix qu'il faut. Il a rien pour réussir. Le mec, c'est un loser. Il y croyait. Et 56 millions de dollars, c'est lui qui les a fait. Parce qu'il y croyait. Il a fait sa carrière lui-même. Il est devenu le fruit de ses pensées. Ça marche comme ça. Quand on y croit, on peut donner des forces. Maintenant, à nous de croire en notre prochain. Si maintenant, j'y crois pas, je ne crois pas que cette personne-là elle peut réussir, ma femme, je ne crois pas qu'elle peut changer. Impossible. Eh bien, tu resteras toujours avec la même femme. Si tu penses mon mari, je le connais, c'est ancré chez lui. C'est son enfance qui est comme ça. Il a des parents divorcés et des trucs et des machins, ce que tu veux. Si tu n'y crois pas, tu ne pourras rien faire bouger. Celui qui n'a pas la Emouna, ce n'est pas pour lui secours. Ici, il faut maintenant créer la Emouna. Je vais vous dire aussi à la fin comment le faire. Mais ici, il faut savoir que maintenant, tu veux donner des forces à ton conjoint, même ton enfant, ton fils. Ton fils, il est comme ça. Il est né avec ses problèmes. Il n'arrive pas à l'école, il n'arrive pas comme ça. Il est nerveux, il est ce que tu veux, il est excité. Si tu lui donnes pas des forces, il réussira jamais. Il faut y croire. Comment le faire? Comment? Il faut que tu fixes dans ta tête que tout est possible. Tu veux quoi? Tu veux que ton mari soit comment? Fais une liste. Hachem, c'est ça ce que je veux. Prie à Hachem et il faut que tu y crois. Si tu y crois dur comme fer, tu peux renverser la vapeur. D'une extrémité à l'autre. Pour Hachem, c'est un problème pour Hachem. Hachem, c'est lui qui a créé le problème. Il n'a pas, avant de créer le problème, il n'a pas créé déjà la solution. La Gemara dans Megillah nous dit ça. Hachem, avant de créer le problème, d'abord, il y a la solution. Il crée la solution, ok, et après, il met le problème. C'est-à-dire que si aujourd'hui, on n'a pas le problème, si on n'a pas la solution, c'est qu'on n'y croit pas. Et c'est ça le problème aujourd'hui. Les gens, ils ont tendance à très vite abandonner. Aujourd'hui, on est faible, on n'a pas de force mentale. On a un mental, mais au ras des pâquerettes. À l'époque, il était fort. À l'époque, le mec, il avait 8 ans, il était dans la Shoah, là-bas, dans le ghetto, il s'occupait de.
Il s'occupait de tout. Il s'occupait de tout. À l'époque, les mecs, ils faisaient des marchés. C'était nos parents, nos grands-parents, ils faisaient des marchés. Les mecs, ils ramenaient ils travaillaient du matin au soir. Et la femme, elle avait ni machine à laver, ni machine à café, ni rien du tout. Elle partait là-bas au lac. Elle frottait là-bas avec les gros savons de Marseille, là-bas, le linge. Après, il pesait trois fois le poids. Et sur sa tête, comme ça, elle revenait. Elle faisait, après, il fallait faire le pain. Il n'y a pas de boulangerie, tu vas où? Et elle faisait le pain et le truc, et machin. C'était des guerrières. Des gars, aujourd'hui, tu lui dis, fais-moi un petit café. Ah, elle a fait. Lève-toi. Mais t'as juste appuyé sur le bouton. Tu mets une petite capsule. J'ai pas les forces. Je suis avec mon téléphone. Aujourd'hui, on est faible. On est faible mentalement. On est tout petit. On n'a plus la force. On n'a plus la force. On est des flemmards. Ah, tout est fast-food. Fast-food. Même dans ton Shalom Bayit, c'est fast-food. On veut que tout soit acquis. Non, il faut lever les manches. Tu veux, fixe-toi un objectif et tu vas jusqu'au bout. Et si tu y arrives, ta pensée, elle fait avancer les choses. Ta pensée, elle y va, elle fait avancer les choses. Et au fur et à mesure, rappelle-toi bien, ce que tu as écrit sur une feuille, les objectifs, au fur et à mesure, plus tu y crois, plus tu vas mettre des V comme ça. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. On a compris maintenant la force de la Emouna. C'est comme ça que ça marche. Et maintenant, ça va engendrer que derrière, il n'y a plus de remarques. Il n'y a plus d'inquiétude. Ton fils, il galère, il n'arrive pas. Si tu t'inquiètes, c'est que tu montres par là que tu n'y crois plus. Arrête d'inquiéter. Une inquiétude, elle vient. Dans ta tête, tu dois chasser ça. Pourquoi tu t'inquiètes? Il va réussir, je te dis. Il va réussir. Pourquoi tu fais une remontrance maintenant? Pourquoi tu veux le rabaisser? Encourage-le. Mon chéri, tu vas réussir. Je suis avec toi. C'est pas grave, c'est pas grave. On peut faire des remontrances, mais pas après, pas tout de suite. On est des inspecteurs. D'abord, on inspecte dans la maison avec un scanner qu'est-ce qui ne va pas et on envoie des remarques dans tous les sens. Pourquoi? Parce qu'au fond de toi, tu ne crois pas en ton prochain. Tu ne crois pas en ton conjoint. C'est un nul. Je vais lui montrer combien il est nul. Regarde, tu vois, c'est quoi cette poussière-là? C'est quoi ce truc? Il est repas, il est où? Mais tu montres par là combien tu ne crois pas en ton prochain. Si tu y crois, il n'y a pas de remarques. Elle ne voyait pas les remarques là-bas, dans l'histoire qu'on a racontée au début. Elle ne voyait pas les défauts. Il dort, laisse-le dormir, tout va bien. Pourquoi? Parce que je l'aime, je crois en lui. Il n'y a pas de problème. J'y crois. Il va réussir. Elle n'a pas réussi à faire le repas que t'aimes, c'est pas grave. Elle va réussir. Et comment tu montes par là, dans ta pensée, que tu es sûr qu'elle va réussir, tu n'as pas besoin de faire une remarque, parce que le futur, tu le connais. C'est là que maintenant, il faut s'imaginer, ce que tu as fixé comme objectif, c'est le futur. C'est comme ça que ça va se passer. Si tu y crois fort, ça va marcher. Il y avait une femme comme ça, elle témoignait. Son fils, il a eu un accident, il est tombé, il a perdu la vue. Maintenant, quand elle a vu ça, au début, elle a eu de la peine. C'est le pauvre, il va se faire charrier, il va tomber, il a perdu son enfance. Il avait 8 ans, 9 ans. Et après, elle s'est dit quoi? Pas du tout. Si maintenant je fais de lui un pauvre type, un pauvre enfant, il faut l'aider. Elle a pris en tant que projet et elle a été son coach. Dès là-bas, les petits, vous savez, les enfants, c'était cruel. Ils lui faisaient des croche-pattes. Il tombait par terre, il pleurait, il disait à maman, tu sais pas ce qu'ils m'ont fait aujourd'hui. Et alors quoi? Qu'est-ce qui se passe? Elle dit tout. Elle lui dit, je suis avec toi, n'aie pas peur. Je sais, ça fait mal, mais qu'est-ce qui se passe? Tu seras meilleur qu'eux encore, Bézat Hachem. T'inquiète pas. Et elle encourageait. Jusqu'à qu'aujourd'hui, il a un doctorat en je sais pas quel. C'est devenu un ingénieur de première, je sais pas quel domaine dans l'ingénierie. Il a un doctorat, il est patron d'une entreprise. Le mec, il est aveugle, il a tous les moyens maintenant, ordinateur, machin, etc., tout selon pour les aveugles. Et il lui dit, mais comment t'arrives à ça? Il dit, parce que ma mère, elle a toujours cru en moi. Ma mère, jamais elle m'a dit, elle a eu de la peine. Ma mère, jamais elle a eu de la peine. Elle a toujours cru en moi. Pour moi, c'est normal que j'aille réussir. Pourquoi? Il n'y a aucune barrière. Pourquoi? Parce que je sentais qu'il y avait quelqu'un qui était derrière moi. Et sa mère, elle disait, témoignait. Des fois, j'avais des petits picotements dans le cœur, j'avais de la peine, j'avais envie de m'effondrer en larmes. Mais tout de suite, je m'ai renforcé. Non, tout va bien. Aujourd'hui, il y a tout ce qu'il faut pour les aveugles, tu seras heureux, n'aie pas peur. Et comme ça, elle a encouragé, il est devenu ce qu'il est devenu aujourd'hui. Il a gagné le bras de fer avec la vie. Grâce à qui? Grâce à sa maman. Une autre histoire, pareil, et ça, des cas comme ça, malheureusement, il y en a beaucoup. Une famille, la fille, 10 ans, il trouve chez elle le cancer. Pendant une semaine, elle fait que pleurer, sa mère. Une fille, 10 ans, comme ça, pure, commence à faire des traitements sur traitements, et des seringues sur seringues, et
des... Et sa mère, elle pleure, elle pleure, elle pleure, elle pleure. Qu'est-ce qu'elle va devenir? Jusqu'à qu'un jour, elle se dit, mais attends, mais on va pas se battre alors. C'est tout, on a accepté, nous, on va pas se battre. Elle est prise d'un orgueil, dit, maintenant, on va arrêter de pleurer. On va prendre la vie, on va tout retourner, on va renverser la vapeur. Elle a pris sur elle, à partir de maintenant, je ne verserai plus une seule larme. Ma fille, elle va guérir. Point. C'est comme ça. On a décidé, avec son mari, ils ont fixé ça. Et dès qu'il y avait des trucs, des comment dire, chimiothérapies, moi, sa fille, tout va bien, tout va bien. À Col Bécéder, tout va bien. Tu vas réussir, tu vas retourner à l'école. Non, maman, la honte, tout va bien. Tu vas retourner, on va faire ce qu'il faut. Et elle venait avec sa fille. Voilà, ma fille, c'est une combattante. Elle va réussir, etc., etc. Elle a donné des. Et plus, c'est devenu une lionne. C'est devenu une lionne. Et sa fille, pour elle, c'est normal. Tout le monde est venu, tout le monde l'a aidé, etc. Elle, pour elle, je vais guérir. Sa mère, elle lui a rentré dans le crâne, mais on a peur de rien. Même quand les médecins ils venaient, ils étaient sceptiques, ils lui disaient, Madame, on va vous dire la vérité, etc. Il y a très, très peu de chance. Occupez-vous de votre profession, c'est quoi? D'essayer de guérir, occupez-vous de ça. Vos commentaires, ça fait que nous descendre, on n'est pas là pour ça. Et ils ont réussi. Et elle a guéri. Contre toute attente, elle a guéri. Cette fille-là, elle a guéri, etc. Aujourd'hui, elle raconte son histoire et elle donne des conseils. Elle va dans les hôpitaux, la maman de cette fille-là, et elle dit, n'ayez peur de rien. Aujourd'hui, vous savez, qu'est-ce qui tue dans les maladies? C'est le désespoir. Je vais vous donner, là, on est en train de donner la solution à tous les cancers, à toutes les maladies. Le remède à toutes les maladies, c'est de se battre. Comment tu arrives à te battre? Parce que j'y crois, je vais vivre. Fixe ça maintenant. Les médecins, ils vont te déchauffer. Les médecins, ils sont sceptiques. Pourquoi ils sont sceptiques? Parce qu'ils ont peur de s'avancer et que ce n'est pas le cas. Et après, ils prennent un procès sur le dos. Et ils préfèrent mettre toutes les chances de leur côté. Moi, je vais pas avancer, j'ai rien promis, etc. Tout de suite, ils sont sceptiques, etc. Mais non, très rapidement, ils peuvent faire désespérer la personne. Fixe dans ta tête et tu vas réussir. Fixe, c'est comme ça. Tu vas guérir. Les gens, tout de suite, il y a quelqu'un qui est malade. Comment on va faire sans lui? Comment on va comment il va mourir? Arrête de l'enterrer déjà. Bats-toi, t'as essayé de te battre? Bats-toi. Bats-toi. Et s'il doit partir, n'aie pas peur. La chaîne, il t'enlèvera la Imuna. Il t'enlèvera la Imuna parce qu'il doit partir. Mais si tu as la Imuna, c'est qu'ici, il y a une chance de le sauver. Alors fonce. C'est comme ça que ça marche. Là, ça, c'est la force de la Imuna. Ça va me dire, ok, mon gogo, t'es gentil, mais ça, c'est quand j'ai envie de travailler avec mon conjoint. Moi, je suis arrivé à un niveau où je ne peux plus rien faire. J'ai abandonné. C'est simple, même, je le déteste, mon mari. Ou ma femme, je la déteste. Au fond, si je pouvais, j'attends le moment avec impatience où on pourra divorcer ou il pourra partir de ce monde. Combien de gens ils pensent à ça, comment dire, dans leur tête, ils espèrent que ça se termine. Qu'est-ce qu'on dit à ces gens-là? Moi, je n'ai pas la motivation. Moi, je ne supporte pas ces défauts. J'ai pas envie de le voir réussir. J'arrive pas à ça. J'arrive pas à maintenant me dire, ça c'est bien si c'est mon enfant, j'ai envie de le voir réussir. Si j'aime mon mari, mais il y a ce défaut qui m'inquiète. Donc, j'ai envie de travailler. Mais quand on n'a pas envie de travailler, qu'est-ce qu'on dit à ces gens-là? Là, on passe à la deuxième partie du cours. Là, on passe à une nouvelle catégorie, okay, une nouvelle profondeur. On rentre en profondeur. Okay, c'est un peu plus profond, c'est un peu plus dur à exécuter, mais si on y arrive, alors là, on peut tout changer. On peut, du Guéhinam dans sa maison, on peut amener le Gan Eden. Le Gan Eden. Vraiment, j'y crois dur comme fer. J'espère que Maïmouna va donner des forces à ce cours. Mais ça marche comme ça. Ça marche comme ça, et vous allez voir comment là, on rentre dans le chidouche, okay, dans la nouveauté du cours. Ça, c'est connu. C'est connu. Ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, c'est connu. Tout le monde peut confirmer. Tout le monde a eu des expériences comme ça. C'est des choses qui sont connues. Il y a des expériences. Ça marche comme ça. Même chez les Goïms, la Emouna, on en parle du matin au soir dans la Torah. On connaît. Là, on rentre dans une nouveauté. C'est la Torah aussi, ne vous inquiétez pas, mais c'est quelque chose qui est un peu moins palpable. Alors maintenant, dans le cas où la personne, elle se dit, ça y est, moi j'ai désespéré, mon mari, je le déteste. Je le hais, je ne peux pas. Ces défauts-là, je ne peux pas.
Ou une femme qui voit son mari qui dit ou un homme qui voit sa femme et qui dit je peux plus, je ne peux pas supporter, sa voix, elle me fait mal. Ses cris, ils me mettent hors de moi. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? La solution, elle est comme ça. On est encore dans l'Emouna, mais là, on rentre dans un autre niveau de l'Emouna. Ici, le problème, il est que on ne veut pas baisser la tête face à cette épreuve. On ne veut pas accepter l'épreuve qu'Hachem nous a proposée. Hachem, s'il a fait en sorte que c'est ma femme, ou que c'est mon mari, ou que c'est mon enfant, ok? Est-ce que vous pensez qu'il s'est trompé? Tu t'es retrouvé sous la repas avec cette femme? Tu crois qu'en haut, Hachem, il s'est trompé? Hachem, il a choisi cette femme-là depuis la création du monde. Il est arrivé en 2021. Toi, tu vas te marier avec elle. Si tu es passé sous la repas avec elle, c'est que c'est elle et pas une autre qu'Hachem il veut pour toi. Et si Hachem il veut ça pour toi, écoutez bien, c'est la meilleure des choses pour toi. Sauf qu'il est où le problème? C'est que nous, on ne veut pas accepter. Mais c'est normal que tu ne veux pas accepter. T'as vu ses défauts? C'est un fou. Il dort tout le temps. Tu ne veux pas accepter. Et elle, t'as vu cette femme? Regarde les remarques qu'elle me fait. C'est elle qui me dirige. C'est elle qui m'humilie. C'est elle qui me fait du mal. Tout le temps des remontrances du matin au soir. Ça, je ne peux pas accepter. Ok, ça vient d'Hachem, je suis conscient. Mais c'est du mal. Hachem, il me fait sûrement des caparottes de mes anciens Gilgoulim. Non, tu te trompes. Tu te trompes. Akol Letova. Donc ça, c'est pas du mal, de base. Oui, ça prend une enveloppe de mal. Mais si tu arrives à te fixer dans ta tête que tout ce qui t'arrive, c'est bien, alors tu peux tout changer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, la solution, elle est comme ça. Notre travail, dans un cas comme ça, il est que cette femme-là, elle doit se dire 2 secondes. Mon mari, il a telle et telle qualité. Par contre, il a tel et tel défaut que je ne supporte plus. Je le déteste à cause de ça. Elle doit se dire 2 secondes. Elle doit se parler à elle-même. Elle doit se dire attends. Hachem, il s'est trompé ou pas? Quand Hachem, il a créé le monde, il s'est trompé. Regarde ce monde, comment il est parfait. Chaque chose, elle a sa place. Tu décales une étoile d'un nanomètre, le monde, il finit il explose. Ce monde-là, c'est de la perfection de l'infiniment petit jusqu'à l'infiniment grand. Tout est parfait. Pour toi, qui est le serviteur d'Hachem, Hachem, il s'est trompé. Il t'a mis la mauvaise personne, le mauvais mari, la mauvaise femme. Tu dois fixer dans ta tête de te dire que tout ce qui m'arrive maintenant, c'est la meilleure des choses pour moi. Si moi, j'avais été à la place d'Hachem, j'aurais pas fait aussi mieux. Ce qui m'arrive, c'est la situation la plus parfaite au monde. Ça veut dire que tous ces défauts, toutes ces qualités, je les aime, c'est la meilleure des choses pour moi. Et tous ces défauts, c'est la meilleure des choses pour moi. Comment tu peux dire ça? Oui, tu dois fixer dans ton cœur maintenant, dans ta tête, tu dois te dire que ces défauts que je déteste, c'est la meilleure des choses pour moi. C'est mon rôle sur terre, mon tafkid et ma shlichut, c'est d'être avec lui. Et ces défauts-là, c'est du bien qui est enveloppé. Maintenant, regardez la force de ce qu'on est en train de dire maintenant. Si tu arrives à voir le bien dans cette obscurité, dans ces défauts, parce qu'il y a du bien, c'est à Kol et Tova. Il y a de base, quand ça vient d'Hachem, ça vient du bien. Dans le monde de la tzidkut, c'est du bien. Sauf qu'ici, ça s'enveloppe de plus en plus dans du mal. Et moi, je vois ça comme du mal. Mais tu vois que la clipa. Tu vois que l'extériorité. Si tu savais exactement ce qu'Hachem il a prévu pour toi, tu verrais qu'au fond, la source, c'est du bon. Sauf que je ne le vois pas. Alors, qu'est-ce que tu fais? Dans ta tête, si tu arrives à fixer que ce qu'il y a à l'intérieur, c'est de la lumière, tu arrives à mettre de la lumière dans l'obscurité, dans ta tête, tu arrives à te fixer que c'est la meilleure des choses pour toi, ses défauts, ce bidon qu'il a et sa calvitie et ce que tu veux, c'est la meilleure des choses pour toi, et bien, à Kadosh Baruch Hu, tu l'as fait rentrer dans l'obscurité. Et Hachem, il te dit maintenant, il n'y a plus besoin de l'obscurité. Si dans ta pensée, tu as poussé l'obscurité, tu vis avec le fait que tout est bien au meilleur moment. Dans le meilleur des cas, je vis au Gan Eden sur terre. Si je te dis quelles sont tes demandes, Hachem il vient te voir, il te dit qu'est-ce que tu veux, ma fille? Rien du tout. Je suis au Gan Eden, je veux rien. J'ai accepté tout ce que tu m'as donné, Hachem. C'est la meilleure des choses pour moi. Tu as poussé maintenant, tu crois fortement que c'est bien, c'est vraiment le cas. Et bien Hachem va mettre en évidence le bien qu'il y a dedans. Et il va pousser l'obscurité. Il va pousser l'écorce qui t'empêche de voir le bien. Et d'un coup, tu vas voir cette personne-là changer de A à Z. Pourquoi? Parce que les défauts, tu vas comprendre pourquoi ils sont venus. Et Hachem, il va les enlever. Parce que maintenant que tu as compris que c'est ça que tu es venu faire sur Terre, tu es venu pour travailler ces défauts-là. C'est pas pour rien qu'on t'a mis ces défauts-là et pas d'autre chose. Et regardez dans n'importe quel couple. Le mec, il va dire, elle a exactement ce qui met en colère.
Et elle va dire, je ne sais pas comment il arrive exactement à me sortir à me faire perdre le contrôle. Je ne sais pas comment il fait. Je suis tombé, non, tu n'es pas tombé sur la mauvaise personne. Hachem, il a mis ça chez lui parce que tu dois réparer ça. Mais c'est quoi le problème? C'est que tu ne veux pas accepter. Tu ne veux pas accepter ton rôle sur Terre. Donc tu souffres. Si tu acceptes dans ta tête, dans ton cœur, dans ta émouna, donc ce défaut-là, il n'a plus lieu d'être. Tu as fait rentrer Hachem, tu as mis de la lumière. Dans la réalité, la lumière, elle va se créer. On va expliquer comment le faire, parce que c'est dur de fixer ça dans sa tête. Mais ça, c'est la ségoula de la Géoula. C'est la clé de la Géoula. Je suis arrivé à cette conclusion. Ça fait des mois que je comprends que Hachem, c'est ce qu'il veut faire maintenant. Comprenez bien, on est dans une génération maintenant où on va recevoir le Mashiach. Hachem, il a fait descendre tous les derniers Gilgoulim qui existent. Maintenant, on est dans des Gilgoulim aujourd'hui, dans des réincarnations, où on ne peut plus faire ça en 2-3 vies. Donc, on se retrouve à faire tout ce qu'on doit faire en quelques années. C'est terminé, là. Maintenant, Hachem, il n'écoute plus nos filotes. Tu pries, tu as fait toutes les ségoulottes de la terre pour le Shalom Bayit. Tu dois passer par accepter ces défauts-là. Tu dois passer par cette galère. Pourquoi? Parce que sinon, c'est ton rôle sur terre. Tu es descendu pour subir ça. Ok? Maintenant, tu ne veux pas le voir. Tu veux le contourner. Et donc, tu fais toutes les ségoulottes de la terre. Hachem dit, tu es venu pour ça. Je ne peux pas te renvoyer sur terre encore. Le Mashiach, il arrive maintenant. Donc, on est dans une situation où j'avais expliqué comme ça, il y a 2 types de anagot, comportement. Hachem, il se comporte où cause à effet, tu fais des mitzvot, tu reçois. Tu fais des ségoulottes, des prières, tu reçois. Tu fais des avérotes, tu es puni. Ou sinon, il y a un plan en haut. Hachem, il a un plan en tête. Tu as beau faire ce que tu veux, tu dois passer par là. Mais j'ai fait toutes les ségoulottes de la terre. Il n'y a pas, tu dois passer par là. C'est ton tikkun, c'est ton tafkid, c'est ton rôle sur terre. Tu ne peux pas contourner ton rôle. Yona Hanavi, le prophète Yona, il voulait contourner sa mission sur terre. Hachem, il est venu par l'intermédiaire de la baleine, il a ramené devant son tikkun, devant le fait accompli. Tu dois, coûte que coûte. Tu peux prier, peut-être je peux te faire ça en plusieurs paiements si tu veux, mais tu dois le faire. En bien comme en mal, on est obligé de le faire. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est des épreuves, c'est exactement ça. C'est 45 qui sont partis à Méron, ils devaient partir, point, comme ça de la sorte. Ces 2 qui sont partis à Givat Zeev, ils devaient partir comme ça, point. Sarah Halimi et la Shoah et Ilan Halimi, ce que vous voulez, ils doivent partir. Ils sont venus comme ça, ils doivent partir à ce moment-là, point. Hachem, il a décidé, c'est comme ça. On ne connaît pas les comptes d'en haut, mais c'est comme ça. Si on arrive à accepter notre mission, alors c'est le début de la délivrance. Je peux vous dire, c'est quelque chose que je vis au jour le jour. Hachem, il m'a fait passer par des épreuves où il m'a rendu fou. La vérité, Hachem, il m'a rendu fou dans des épreuves où plus dures les unes que les autres. Il y avait des moments où j'avais envie de prendre ma kippa, la jeter par terre, me poser par terre, m'installer et pleurer. Pleurer sans m'arrêter comme ça. Des épreuves où plus tu fais des choses pour Hachem, plus tu prends des murs. Plus tu prends des murs. Toutes les ségoulottes de la terre, toutes les prières de la terre, des pleurs et des Tehillim et le Limouda Torah. Et qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Rien. Il n'y a rien. Hachem, il faisait comprendre qu'il n'y arrivera pas. C'est comme ça. Quand est-ce que ça a marché? Quand j'ai compris que Hachem, c'est ce que tu veux. Tu veux que toute ma vie soit comme ça? Je baisse la tête. J'accepte. C'est ça ma mission sur terre. De souffrir comme ça. Il n'y a pas de problème, j'accepte. À partir du moment où j'ai baissé la tête, c'est là qu'Hachem m'a revenu. C'est comme ça. Et je vois des gens, malheureusement, qui se tournent vers moi. Et je leur dis, tu fais comme ça et comme ça, c'est sûr, Hachem, j'y crois dur comme fer. C'est sûr que ça va marcher. Et les gens, ils me recontactent après, ils me disent, non, ça n'a toujours pas marché. Je dis, c'est impossible. C'était évident, c'est ça qu'Hachem, il attend de toi. Et des gens, et une femme, elle a fait un truc, mais une mitzvah, elle a tenu le monde pendant qu'elle a fait ça. Je ne sais pas comment elle a fait ça. Elle avait une demande. Pour moi, c'était sûr et évident qu'elle allait réussir. C'est sûr et évident, j'y croyais. C'est tellement grand ce qu'elle a fait. Rien du tout. Aujourd'hui, j'ai compris que non, tu n'as pas compris, là, c'est la fin des temps. On n'est plus dans ça. Ça marche, ces choses-là. Il faut le faire. Il faut prier, il faut faire tout. Mais si tu vois que ça ne marche pas, ici, utilise cette ségoula. C'est la clé de la Géoula. C'est la lumière de la Géoula. J'ai essayé d'expliquer ça dans un cours que je suis en train de préparer avec Hachem plus tard. Mais la clé de la Géoula, c'est d'accepter, et encore mieux, de remercier. Quoi? Je remercie pour ce fou furieux que tu m'as donné, Hachem. Exactement, tu as tout compris. Tu as tout compris, Matzadeket. Et lui et elle, tu rigoles, elle m'en fout. Je peux pas
peux pas accepter ce qu'elle fait. Elle m'humilie, elle me fait du mal. Tu dois dire merci Hachem. Parce que quand tu dis merci Hachem, tu acceptes et à ce moment-là, tu arrêtes de souffrir. Regardez comment c'est intéressant. Dans le mot tafkid c'est le rôle. On a un tafkid sur Terre, on a un rôle sur Terre, on a notre mission. Dans le mot tafkid, on a l'essence même du mot. Tafkid, dedans, il y a quoi? Picadon. Picadon, c'est un gage. Un gage. C'est-à-dire qu'ici, Hachem m'a donné un gage, c'est cette mission que j'ai, je suis obligé de le ramener, de la réussir. C'était pas Hachem, il tire par l'oreille ici, si je veux pas. Coûte que coûte. Alors, si on a encore quelques années avant le Mashiach, il peut me dire, bon, tu sais quoi, vas-y, fini, je te renverrai en Gilgoul, c'est pas grave, laisse tomber. Prends ce que tu veux et tout, et on fera ça, on fera une vie. Ok? Mais là, tout le temps, Hachem dit, il n'y a pas, mon fils, je peux pas écouter, tu dois passer par cette opération-là. Tu dois passer par. Imaginez-vous, quelqu'un, il dit au médecin, s'il vous plaît, ne me faites pas l'opération. Ça me fait de la peine, mais on est obligé de passer par cette opération. Je ne peux pas écouter ta prière maintenant. J'ai une demande, monsieur le médecin. Je ne veux pas me faire opérer. Je ne peux pas écouter votre demande, monsieur. On est obligé de passer par là. Ça fait de la peine, ça fait mal. Il ne veut pas souffrir, il ne veut pas passer par ce traitement. Mais c'est ça qui va lui sauver sa vie. Hachem, pareil, il dit, mon fils, je ne peux pas écouter tes prières. Tu dois passer par là. Elle ne doit pas tomber enceinte tout de suite, ta femme. C'est ce mari-là que tu dois voir. C'est cette femme-là. Tu dois attendre avant de trouver ton zivour. C'est comme ça. Il y a des comptes en haut. Je continue de prier, mon fils. Ça fait avancer les choses. Mais ici, tu dois passer par là. C'est Emouna, Emouna, Emouna. Cette génération, les tzaddik, Be'emunato yirye. À la fin des temps, c'est le tzaddik avec sa Emouna, il va vivre. Toutes les épreuves qu'on a, si on n'a pas cette ségoula avec nous, mais laissez tomber. Comme une feuille au gré du vent. Comme une feuille au gré du vent. Depuis quelque temps, c'est ce que je dis aux gens. Je leur dis des trucs, etc. Je leur dis maintenant, c'est quoi? Tu vas t'arrêter, tu vas prendre conscience sur ta situation, tu vas dire merci Hachem. Tu vas baisser la tête. Fais-le. Et les gens, ils me racontent miracle sur miracle. Il m'arrive des trucs. Hier, ma voiture, elle a failli, je crois, exploser. des épreuves terribles avec cette voiture. Pareil. Hachem, tu veux que ma voiture, elle s'arrête maintenant? Tu veux que je rentre en taxi? Tu veux que je rentre à pied? Tu veux faire ce que tu veux? Merci. C'est la meilleure des choses pour moi. Ce matin, je l'ai amené au garage. Je crois qu'il allait me dire, bon, bah, il manque ça. Je dis, je vois rien du tout. Je dis, mais attends, mais je lui explique le problème. Je lui dis, ouais, il y a eu tel bruit, il y a eu telle chose, ça a tremblé, machin, etc. Il me dit, ouais, j'ai vérifié toutes les choses, intactes, nickel. Je lui dis, mais c'est quoi? Il m'a dit, t'es arrivé. C'est pas possible. T'es sûr que ça tremblait d'où? Je te dis, c'est le ventilateur, il frottait des trucs tellement que ça tremblait. Ça faisait un bruit terrible. Rien du tout. Tu t'arrêtes, tu dis, tu fermes les yeux. Tu dis, Hachem, t'as décidé ça. Concentre-toi. Dis-toi quoi, il y a une erreur là? Il n'y a pas d'erreur. Hachem, merci. Il n'y a pas de problème. J'accepte. À partir du moment où j'ai accepté, Hachem, il peut te faire des miracles au-dessus de la nature. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas besoin de continuer dans l'épreuve. Tu as compris le but de l'épreuve. Tu as compris que c'était ça ton rôle sur Terre. Il n'y a pas de problème. Tafkid, il y a le mot picadon. Comment on dit une délivrance? Pkida. Comme ça, il dit Yosef. Il dit le signe de la Géoula, quand le Mashiach il va venir, le libérateur, il leur dit il va vous donner un nom de code. C'est quoi le nom de code? Pakod, Ifkod, Etrem. Pakod, Ifkod, Etrem, délivré, il vous délivrera. Pakod, Pkida, l'Ifkod, c'est délivré. C'est un synonyme de. Non. Tafkid, mon rôle, dedans, il y a le mot Pikadon, il y a le mot gage. Dedans, il y a mon gage. Hachem m'a donné cette Neshama là, c'est mon gage. Eloa, Neshama, Shinatata, Biteora. Il m'a donné Neshama avec un rôle sur terre. Je dois y aller. Je dois baisser la tête sur ce qui m'arrive. Je dois foncer. Je dois accepter. Si c'est ça, tu acceptes ton Pikadon, alors tu arrives à la Pkida, à la délivrance. Regardez bien, quand les gens ils acceptent leur rôle, c'est là qu'Hachem il intervient. C'est là qu'Hachem intervient. Un jour, ma fille comme ça, là, je sais pas ce qu'elle a. Elle a fait un caprice comme ça. Elle était petite. Elle avait 2 ans et demi et tout. Elle a jeté un gâteau par terre. Bon, moi je l'ai laissé, etc. Je n'étais pas de faire trop de remarques. Et au bout d'un moment, je me suis dit 2 secondes. Si maintenant elle comprend que les caprices, c'est ça, si j'interviens pas, ça va créer chez elle que les caprices, on peut faire ce qu'on veut dans la vie. Et quand elle va grandir, elle va croire que la vie, c'est on fait ce qu'on veut, on fait des caprices, etc. Et la vie, elle ne fait pas de cadeaux. Donc, pour l'aider, je me suis dit que maintenant, je ne vais pas laisser passer. On devait aller au parc et je lui ai dit, écoute bien, maintenant tu vas descendre, tu vas ramasser le gâteau. Sinon, on ne peut pas aller au parc. Elle m'a dit non. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bras de fer. Maintenant, pour établir l'autorité chez les enfants, il ne faut pas trop imposer des choses.
Mais quand tu imposes, alors là, Habibi, tu vas jusqu'au bout. Parce que si tu flanches, dans sa tête, c'est bon. Mon père, je sais exactement comment le faire craquer. Mais si tu flanches pas dans sa tête, c'est OK. Comme mon père, il dit un truc, il va. Vaut mieux pas perdre de temps, ça sert à rien. Et là, je me suis dit, OK, on est parti pour bras de fer. Et elle était déjà dans la poussette, et elle pleure. Et non, tu sais très bien ce qu'il te reste à faire. Il faut juste que tu descendes et tu ramasses le gâteau. Alors, j'avais mal pour elle. Et plein de fois, je me suis dit, bon, peut-être j'ai trouvé une astuce de dire, tu sais quoi, viens, on ramasse ensemble. Il n'y a pas, on va jusqu'au bout. Jusqu'au bout. À la fin, elle a ramassé le gâteau. Après, mais quoi, 3/4 d'heure de pleurs. Elle m'a usé la santé, m'a épuisé. Mais je peux pas. Je suis rentré en bras de fer. Tu peux repartir en arrière. T'as dit, c'est terminé. C'est pour ça que quand vous donnez des ordres aux enfants, ne donnez pas des ordres. Donnez ça en tant que qui veut m'aider. Genre, au cas où, s'il y en a qui veut pas, t'as pas perdu ton autorité. Mais si tu dis, tu peux m'aider, s'il te plaît, là, c'est terminé. Tu dois aller jusqu'au bout. Sinon tu peux passer, mais l'enfant, il va retenir ça comme une faiblesse. Après 3/4 d'heure, les yeux gonflés tellement qu'elle a pleuré. Et elle n'était pas bien, elle était truc. Elle voulait même plus aller au parc. Et elle est partie à manger, elle n'a même pas mangé, elle est partie dormir, etc. Après, je suis parti comme ça, j'ai eu de la peine, ça m'a fait mal. Je me suis dit, mais ça aurait été tellement plus simple si elle serait levée. Ok, elle aurait fait 2-3 minutes comme ça, la capricieuse serait levée, elle aurait pris le gâteau, elle aurait posé. Ça aurait été tellement plus simple. À la fin, elle a ramassé le gâteau. Mais qu'est-ce qu'elle a perdu entre-temps? 45 minutes. Et elle a été épuisée, et les pleurs, il a mal à la tête. Et moi, pourquoi? À la fin, et ben c'est exactement ce qu'on fait avec Hachem. Hachem, il est là, et nous, on fait des caprices. Je veux pas de se marier, et on pleure, et on truc, et machin. J'ai dit, ma fille, il n'y a pas. C'est ton tikkun. Tu dois être marié avec lui. C'est comme ça. Il n'y a pas d'erreur. Ah, alors comment il y a des divorces, entre parenthèses? S'il y a des divorces, Hachem, il veut aussi. Il t'enlève la émouna, n'aie pas peur. Mais si tu veux réussir, voilà comment il faut faire. Tu peux réussir. Si tu crois, tu acceptes ton épreuve, déjà, c'est te rendre service. C'est pas accepter une épreuve, attention, parce qu'on dirait on rend service à Hachem. Ici, c'est accepter les données qu'Hachem il a données sur Terre. Quand tu acceptes tout ça, c'est terminé. C'est terminé. Là commence la délivrance. Alors, comment le faire? Comment appliquer ça? Ok, d'accord, j'ai envie de le faire, j'ai envie d'accepter, mais je fais comment? Entre parenthèses, le Rav Arouche, il y a un livre sur ça. Je sais pas, dans le jardin de la reconnaissance, peut-être, je ne sais pas comment il appelait ça en français, où il explique comment tu veux quoi que ce soit, il explique maintenant en un mot, comment résumer à tout ça, tu dis merci. C'est quoi les problèmes que tu as? Tu dis merci, tous les problèmes. Tu t'adresses avec Hachem, merci. Merci pour ces défauts-là, merci pour ça. Et automatiquement, tu te rends en fait au fur et à mesure combien cette chose-là elle est bien pour toi. Parce que quand tu dis merci à une personne, ça veut dire qu'il t'a rendu service, qu'il t'a fait quelque chose de bien. Ça veut dire que ça vient d'Hachem déjà. Et en plus, quand tu dis merci, c'est une chose bien. Ici, c'est exactement la solution. De prendre 15 minutes, 20 minutes, une demi-heure, ça dépend du problème. Plus c'est dur, plus il faudra y aller. Par jour, 1 heure même s'il faut. Tu t'arrêtes sur le problème que tu as. C'est quoi? C'est ton mari? C'est ses défauts. Et tu dis à Hachem, merci pour tout ce que tu fais pour moi. Merci pour tel et tel défaut. Merci pour sa fainéantise. Merci pour ci, merci pour ça. J'accepte tout. Tout ce que tu fais, c'est pour le bien. Et tu dis à Hachem merci, et encore merci, et encore merci. Et tu te le répètes. Et au bout d'un moment, ça va rentrer dans ton cœur. Et vous savez quand est-ce que la délivrance va arriver? Déjà, il peut y avoir des fruits tout de suite. Pourquoi? Parce que déjà, tu es avec la Emouna. Quand tu es avec la Emouna, plus tu dis merci, plus tu mets de la lumière dans l'obscurité. Plus tu fais comprendre, tu te convaincs, tu arrives à te convaincre que ça, c'est bon. Donc, par la force de la Emouna, ça s'applique. Cette chose-là, elle va être bonne maintenant. Cette fainéantise, elle va disparaître chez ton mari. Cette attitude terrible qu'il a, cette nervosité, elle va disparaître. C'est toi qui donnes les forces. 20 minutes, une demi-heure, 1 heure, même pour toi, tu peux faire ça. Pour tes défauts à toi, pour tes problèmes à toi. Parce qu'on ne peut pas non plus faire ça. Nous aussi, des fois, on a des problèmes. Nous aussi, c'est nous le problème. C'est ça qui déteste mon mari aussi. C'est ça qui déteste ma femme de chez moi. J'ai des problèmes dans la parnassa, j'ai des problèmes dans le zivou. Fais-le, commence à accepter l'épreuve. Commence pendant 20 minutes, au moins minimum 20 minutes. Accepte la chose et bombarde et rends-toi ça. Et quand tu verras que, limite à la fin, je vais te dire qu'est-ce que tu veux, Hachem, il va envoyer bien mon avis. Il va te dire, ma fille, c'est bon. Hachem, il est prêt à accepter n'importe quelle demande. Ce que tu veux. Limite à la fin, tu dois le dire à mon avis. Je suis désolé, mais il me manque rien.
tout ce que j'ai, c'est la meilleure des choses pour moi. Je ne vois pas de quoi tu parles. Je veux rien d'autre. Je veux rien d'autre. Merci. Merci pour tout. Dites à Hachem juste merci. Et vous savez, quand on dit merci, on se retrouve directement chez le roi. Pourquoi? Parce que quand tu veux, imaginez-vous, tu veux rencontrer le roi, tu veux rencontrer le Premier ministre, le président. On va lui dire qu'est-ce que tu veux. J'ai un problème par rapport à un hôpital, là-bas, ils m'ont accueilli, je veux lui en parler. Ok, alors va voir le ministre de la Santé. Ça rien. Va voir lui, c'est lui qui va s'occuper de tout. T'as quoi comme problème? Ouais, j'ai des problèmes au niveau économique, je suis pas d'accord avec ce qui se passe. Ok, alors on va voir le ministre de la Finance. On va t'aiguiller. Si tu veux dire merci, je veux juste dire merci au président pour tout ce qu'il a fait pour moi, pour nous dans ce pays. À qui on va t'envoyer? On peut t'aiguiller à personne. Tu veux dire merci, on va te faire rentrer directement vers lui. C'est comme ça que ça. Tu veux qu'Hachem il te déroule le tapis rouge. Si tu dis Hachem, je vais apprendre à ça. Hachem dit bon, ok, il y a plus de ça. Voilà. Ok, il va près de l'ange, occupe-toi de mon fils. Quand il aura atteint telle prière, etc., tu t'occupes de lui. Si tu viens Hachem, je veux juste te dire merci. Ah, viens, rentre dans le palais du roi. Pourquoi tu veux me dire merci? Je sais pas, je kiffe. Je suis l'homme le plus heureux du monde sur terre. Je vis au Gan Eden, Hachem. Là, à ce moment-là, tu vis au Gan Eden? Tu es persuadé que tu vis au Gan Eden? Hachem, il te dit maintenant, je vais faire de ta vie un Gan Eden. Et là, préparez-vous au miracle. Venez ensemble, on essaie d'appliquer cette chose-là. Je ne suis pas au niveau. Je vous dis la vérité, je ne suis pas au niveau. Je vous dis les conclusions que Hachem m'a jeté dans des séries d'épreuves comme ça où il n'y avait rien à faire. Des séries d'épreuves comme ça, il m'a mis là-bas et j'ai dû me débrouiller tout seul pour comprendre toutes ces choses-là. Je ne sais pas si c'est au point ou pas, mais je vous dis, j'ai creusé ce chemin un peu tout seul. Je vous dis, suivez-moi. Essayez, venez, on essaie ensemble. Donnez-moi des retours. J'ai envie de savoir vraiment si j'ai beaucoup de bons retours et ça marche. Et c'est ça la lumière de la Géoula. C'est ça la lumière de la Géoula. Si vous voyez bien un peu les cours, on a un peu le même fil conducteur parce que c'est ça ce qu'Hachem veut maintenant. Il n'y a plus rien, il manque plus rien. On n'a plus de solution maintenant, il faut utiliser. C'est ça qu'Hachem veut. C'est ça qu'Hachem veut. Les tzadikim, ils disaient qu'ils viennent le Mashiach, mais pas dans notre génération. Pourquoi? Parce que dans notre génération, on arrive à servir Hachem. Mais là-bas, on n'arrivera pas à servir Hachem, il va nous rendre fous. On va faire quelque chose, il va nous donner quelque chose d'autre. Pourquoi? Parce qu'à la fin des temps, c'est la Emouna et la Emouna, donc il y aura des épreuves terribles. Si tu n'as pas cette arme-là, tu n'y arriveras pas. Tu n'y arriveras pas. Les tzadikim eux-mêmes disaient on n'est pas capable de ça. C'est-à-dire que nous, on a un avantage par rapport à eux. Regardez ce qui se passe, Hachem nous rend fous. Améron, Rabbi Shimon Bar Yochai, L'Akba Omer, 45 d'une façon atroce. Mais tu peux pas interpréter ça si tu n'as pas la Emouna. Je ne sais pas comment les gens ils vivent sans la Emouna. Pas comment ils font pour vivre sans la Emouna. Comment tu peux interpréter ça sans la Emouna? Comment tu peux interpréter tes problèmes de Shalom Bayit sans Emouna? Tu peux pas. Ici, c'est ça la corde qu'il faut attraper. C'est ça qu'il faut attraper et ça marche. Je vous le dis, j'en suis persuadé. Et c'est comme ça qu'on va réussir ensemble les attachés. On va finir avec une petite histoire. Vraiment, partager ce cours s'il y a des gens, ça peut leur donner des forces, qui peuvent créer ça dans leur couple. 20 minutes par jour, au bout de quelques temps, ils peuvent tout transformer. Parce qu'ils sont intégrés à la Emouna. On a vu la force de la Emouna. La Emouna change tout. Tu as fait rentrer Hachem, tu as fait rentrer le roi des rois, tu as accepté ton épreuve, prépare-toi. Prépare-toi à dire à Hachem, stop Hachem, c'est trop. Prépare-toi au Gan Eden sur terre. Donc, s'il y a une personne, vous entendez une personne qui doit divorcer, il dit, je t'en supplie, regarde ce cours. Essaie d'appliquer ça. Essaye ce remède. Essaye la Emouna. Essaye Akadosh Baruch Hu. Essaye la grandeur de Abba Sheba Shamayim, de notre Père qui est dans le ciel. Essaye de goûter Hachem, tu vas voir, tu ne seras pas déçu. Parce qu'Hachem, il est capable de tout. C'est ça la force. C'est ça la force qu'il faut. Prenons la main d'Hachem et on va réussir ensemble d'être Hachem. On va finir avec une histoire comme ça, incroyable. Il y avait un mec, il a 10 ans de prison, il a fait. Un fou furieux. Le mec, c'est des casses, des bijouteries, des machins. Et une fois après, je crois, 2 ans de prison, il sort. En tout, il a fait 10 ans de prison. Il sort et il repart. Il replonge tout de suite dans son truc. Jusqu'à qu'un jour, il se retrouve, il voit une bijouterie. Et il commence à mettre ses yeux sur la bijouterie et tout. Et il commence à partir en éclaireur. Il rentre là-bas, il commence à voir les bijoux, il voit que c'est de la bonne cam. Il voit il y a un coffre-fort, donc il y a sûrement des espèces, sûrement des diamants, etc. Et il vient, il voit un peu comment ça marche, le système de sécurité. Il dit, j'aimerais bien essayer cette montre-là. Une belle montre Rolex comme ça, en or.
Et il voit le mec, il sort la clé, il ouvre le truc. Il n'y a pas de truc électronique, de laser, de machin. Il voit tout est bien, il regarde les caméras, etc. Il dit c'est bon, ça va être. Et d'un coup, le bijoutier le regarde et lui dit dis-moi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et ben, en ce moment, rien de spécial, quoi. Je tourne d'un boulot à l'autre, quoi. Il dit regarde, moi, j'ai ce qu'on appelle le flair. Okay, j'ai un très bon cœur et j'arrive à voir les gens qui ont bon cœur. Je vois sur ton visage, tu es un mec droit et ça me fait de la peine. J'ai envie de t'aider. Alors je sais, il n'a pas du tout de flair parce que s'il savait, s'il savait ce que j'ai dans le cœur, il me dit bah, c'est-à-dire quoi? Il dit, ne bouge pas. Il ouvre le coffre-fort, il sort une pile de billets et il dit regarde, il compte comme ça. Il dit voilà, là il y a 10 000 $. Ok, je t'en supplie, accepte ce prêt, achète un truc, je te conseille, achète des bijoux, des machins, etc. Ça marche bien. Revends, viens voir dans quelques mois, tu me rembourses. Ok? C'est une blague. C'est une caméra cachée. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'il dit? Il lui dit mais comment tu peux être sûr que je vais pas prendre l'argent et ne plus revenir? Mais je te connais. Ton visage, il crie combien t'es quelqu'un de droit. C'est trop naïf, le mec. Non, d'un autre côté, il dit attends, j'ai 10 000 $, je me suis même pas mouillé. C'est bien aussi. Je ne le vois pas. Ok. Il dit dans sa tête, c'est pourquoi je vais prendre un risque de retourner en prison, ils vont m'attraper, la police. Bien, j'ai 10 000 $ tout de suite. Pourquoi faire le difficile? Tu veux tout, à la fin, tu n'auras rien. Ok. Il lui dit d'accord, mais quoi? Mais il dit donne-moi ton nom, prénom, machin, etc. Et tu reviens, je te fais confiance, n'aie pas peur. Moi, Baou Hachem, il m'a gâté. J'ai de l'argent, n'aie pas peur. Donc j'ai envie de te faire plaisir. Et toi, tu me plais. Ok? Allez, fais-moi plaisir. Ok. Il lui prend l'argent, il lui met dans des enveloppes marron comme ça, tac, tac, il reçoit avec 10 000 $, l'embellie du siècle. Dans sa tête, c'est sûr, il va plus jamais me revoir. Il rentre chez lui, il sort les billets, il commence à compter. Et d'un coup, il commence à fondre. Il repense à ce mec-là, il dit mais comment je peux lui faire ça? Tellement mec. Il commence à fondre en larmes. Il dit mais je suis un pauvre type. Regarde les gens comme ils sont bons. Regarde comment un mec, le premier de ma vie qui croit en moi, personne n'a cru en moi. Mes parents, mes profs, à l'école, machin, etc. Personne, tout le monde m'a jeté. Et lui, il vient, il croit en moi. Pour 10 000 $, je vais mettre toute sa confiance qu'il a mis en moi en l'air. Je ne peux pas. Comment il m'a brisé le mec. Non, c'est un dur. Le mec, c'est un dur. Il s'est fait briser. Et il pleure toute la nuit. Là, il s'est levé le matin. Il a dit, s'il croit que je peux être un homme bien, je vais le devenir. Il est venu, il a acheté pour 10 000 $ de marchandises. Il a revendu. Il a racheté jusqu'à temps qu'il est arrivé à 30 000 $. 30 000 $, il est retourné devant. 4 mois après, tac, tac, tac. Ses copains, ils devenaient fous. Ils disaient mais t'es fou, mais qu'est-ce que tu fais? T'es devenu un marchand là, mais tu te prends la tête là à faire des marchés, des machins, etc. Mais là, tu fais une nuit dans une bijouterie, tu peux faire ce que tu fais en 3 mois là. Laissez-moi tranquille. Il ne le reconnaissait pas. Dans sa tête, il a pris la décision, je vais devenir un homme bien. Il revient, voilà l'argent pour 10 000 $. Il compte, tac, 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 tac. Todarabah, machin. Et maintenant, tu vas te marier, hein, ok? Tu vas te marier, il y a une sadéquette qui t'attend. Tu vas nous amener des enfants et tu reviens chez moi acheter les bijoux. Et comme ça, il dit, t'inquiète pas. Et comme ça, c'est devenu son pote. Et il est rentré à la yeshiva. Tout de suite, il est rentré en yeshiva. En 2 ans, il a changé complètement. Sadique, tac. On lui présente une femme, une douceur, une sadéquette. Il dit, mais c'est une blague, c'est pas possible. Qu'est-ce que Hachem, pourquoi Hachem donne une femme comme ça? Un amour. Elle dit, je veux même pas entendre parler de ton passé. Chaque fois qu'il voulait lui raconter, t'es mon sadique, c'est tout point. Il se marie avec elle. Un enfant, 2 enfants. Hachem. Et bien sûr, tous les cadeaux, les bijoux. Chez papa. Il appelait papa. C'était son papa. C'est devenu, c'est lui. Papa, c'est mon papa. C'est lui qui me donne c'est lui qui m'a sauvé la vie. Et un jour, il va le voir pour acheter un cadeau pour sa femme, un petit bracelet. Il le voit, une sale tête. Papa, ça va? Il dit, mon fils, la semaine dernière, ils m'ont dévalisé. Ils m'ont tout pris. Ils m'ont tout pris. Une vie entière, ils m'ont tout pris. Baruch Hashem, je suis en bonne santé, tout va bien, etc. Mais ils m'ont dévalisé. Quoi? Allez, t'inquiète pas, on va retrouver l'argent. N'aie pas peur. D'un coup, 2 ans d'yeshiva, tout est remonté. Tout le passé est remonté. Il dit, alors là, celui qui a fait ça, je vais le retrouver. Il retrouve ses potes. Écoutez bien.
moitié demande, moitié menace. Telle bijouterie, je vous demande de me trouver l'info, qui a fait ça? Qui était sur le coup? Ils se connaissent tous. Ils travaillent tous pour les. C'est la mafia, c'est le truc. Vous avez une semaine. Ok, machin, ça va, le truc. 2 jours après, il dit voilà, c'est telle personne qui a fait le coup. Il va là-bas dans sa villa. Je demande à parler avec telle personne. Ok. T'es qui? Il dit je suis comme ça. Ah, ils connaissent. Ils ont entendu parler de lui, des rumeurs, etc. Faites-le entrer. Il y a peut-être une bonne affaire à proposer. Il se retrouve comme ça dans le salon. Le mec, c'est peignoir comme ça, le parrain, un des parrains de la mafia. Il dit regarde, telle bijouterie, j'ai entendu dire que c'est vous qui avez fait le coup. Il dit regardez, si dans une semaine, la marchandise et l'argent ne retournent pas à sa place, ok, vous avez affaire avec moi. Il dit écoute, je sais pas, tu devrais peser tes mots parce que ça a l'air d'être une déclaration de guerre. Il lui dit appelle ça comme tu veux, vous avez une semaine. Il dit bouge pas. Il prend son téléphone, dis-moi, il appelle son bras droit, tu connais le truc en d'un coup, son visage il change. Ok. Très bien. On va s'occuper de toi, n'aie pas peur. Dans une semaine, ça sera retourné. 5 jours après, quelqu'un qui sonne à sa porte, 2 valises remplies devant sa porte. Il a pris les valises, il a amené devant le bijoutier, chez lui, il a sonné, il est parti en courant. Il voit de loin, il ne comprend pas, ils ont des valises. Il ouvre les valises remplies de bijoux, remplies de billets. Ah, mon argent, mes bijoux. Oh, il remercie Hachem, et je déroule lui de son côté, il a du prix Hachem, etc. Machin, d'un coup, il voit les valises arriver devant. Il s'est dit, il n'y a pas. Maintenant, Hachem, il m'a donné cette force d'avoir des contacts, machin, etc. C'est lui qui m'a sauvé la vie, je vais lui sauver sa vie. Regardez la force, comment le mec, il est venu, il n'y a pas de remontrance, il n'y a rien du tout. Le cœur pur. Je crois en toi, tu changes la personne, tu donnes des forces à ton prochain. À plus forte raison, si c'est quelqu'un que t'aimes, c'est ton mari que tu veux pas le quitter, c'est ta femme, tu veux pas la quitter. Mais ça marche pas, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Ça marche pas, on s'entend pas lui et moi. Aujourd'hui, voilà, t'as les forces entre les mains. Cette force-là, c'est Hachem, c'est l'Aïmouna. Donc mettons ça en œuvre ensemble. Et Bézat Hachem, c'est ça qui va avancer la Géoula, parce que c'est ça la lumière de la Géoula. Et ensemble, on ramène la Géoula privée pour chacun d'entre nous, et la Géoula du Ham Israël. Berach Hamim Dolim, Baou Radonai Dolam, Amen, Amen. C'est la bombe, là.